La guerre entre l'Iran et la coalition occidentale menée par l'élite Einstein et Israël ne peut pas être analysée uniquement sur l'angle militaire ou stratégique. Il existe une dimension historique et eschatologique qui influence profondément la vision de certains dirigeants et leur base politique dans cette guerre. Donc, ce conflit ne peut pas être analysé uniquement sur le terrain stratégique et militaire, mais il faut aussi s'intéresser à la dimension eschatologique pour comprendre l'irrationalité de certains événements et certains agissements de certains dirigeants dans cette guerre. Donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui dans la dimension eschatologique et aussi de la stratégie de défense iranienne appelée la mosaïque défense. Bienvenue dans notre mission ce jour. Donc, n'oubliez pas, pour vous qui nous découvrez, de liker la vidéo, de vous abonner et de nous dire ce que vous pensez en commentaire et de proposer des sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse une émission spécifique. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le cœur de l'analyse. Donc, chez une partie du mouvement sioniste religieux en Israël et chez les évangélistes sionistes américains, cette confrontation entre l'Iran et les États-Unis est parfois interprétée comme une guerre prophétique, annonçant les événements précédents la venue du Messie. Donc, dans cette logique, certaines déclarations de Benjamin Netanyahu faisant référence à des passages bibliques ne sont pas seulement symboliques. Elles s'inscrivent dans une lecture religieuse de l'histoire. Un autre événement révélateur concerne Donald Trump. À plusieurs reprises, des représentants religieux ont été invités par Donald Trump à prier directement dans le bureau ovale. Dernièrement, on a vu une vidéo de Donald Trump assis dans le bureau ovale et on a vu des sionistes et aussi des chrétiens évangéliques sionistes venir prier pour Donald Trump. Mais que signifie réellement cette prière? En réalité, cette prière repose sur l'idée que les forces spirituelles, appelées généralement les principautés et les puissances du mal, influencent les nations. Donc, dans cette vision, un dirigeant doit être protégé spirituellement par la prière afin de pouvoir accomplir le plan divin pour son pays et pour Israël. Donc, la prière qu'on a vue sur Donald Trump au bureau ovale, c'est une prière qui s'inscrit dans cette logique. Donc, Donald Trump, présenté comme les sionistes, comme l'homme de la prophétie et qui doit aider Israël à accomplir son destin, croit réellement qu'il est l'homme de la prophétie. Donc, les prières qu'on a vues au bureau ovale concernant Donald Trump sont des prières qui sont destinées à sanctifier Donald Trump et à le consacrer directement dans son rôle divin d'accomplissement de la promesse ou de la mission, du destin d'Israël. Donc, en utilisant ces prières publiquement au cœur du pouvoir américain, Trump envoyait également un signal à la base politique évangélique, celui d'un dirigeant acceptant un rôle spirituel dans l'histoire. Un élément particulièrement important est la comparaison faite par certains rabbins juifs entre Trump et Cyrus le Grand. Dans la Bible hébraïque, Cyrus, roi de Perse, est une figure unique. Bien qu'il ne soit pas juif, il est présenté dans le livre d'Ésaïe comme un instrument choisi par Dieu pour accomplir un dessein précis. Donc, après avoir vaincu Babylone, il autorisa le peuple juif à retourner à Jérusalem pour construire le troisième temple. Donc, pour cette raison, Cyrus est parfois décrit comme l'archétype du Messie non juif, c'est-à-dire un dirigeant extérieur du peuple juif, mais utilisé par Dieu pour protéger Israël. Certains sectes religieux ont ainsi présenté Trump comme un nouveau Cyrus le Grand, chargé de défendre Israël sur la scène internationale. Donc, la mission de Trump serait d'accompagner Israël dans l'accomplissement de son destin, notamment la construction du troisième temple, dont les événements actuels tournent autour de la construction de ce temple. Notamment, on a vu la venue des vaches rouges en Israël, qui seront, selon la lecture eschatologique juive, immolées avant la construction du troisième temple. Dans certaines interprétations théologiques, la confrontation entre Israël et ses ennemis historiques est associée à la bataille d'Armageddon, décrite dans les textes apocalyptiques. Dans ce cadre symbolique, les ennemis d'Israël sont parfois assimilés à Amalek. Notamment, on a vu Donald Trump comparer plusieurs fois la guerre avec Amalek. Et il a même qualifié l'Iran d'Amalek. Donc, Amalek, c'est qui? Amalek, c'est une figure biblique représentant l'adversaire historique du peuple juif. Donc, certains discours politiques peuvent ainsi présenter l'Iran comme une menace existentielle comparable à un ennemi historique juif antérieur. Donc, cette dimension religieuse contribue parfois à radicaliser la perception du conflit. Lorsqu'un adversaire est perçu comme une figure quasi mythologique du mal,
La guerre peut être interprétée non plus comme un affrontement politique stratégique, mais comme une mission divine sacrée, une cause divine que les dirigeants des nations doivent accomplir. Donc, une lecture eschatologique du conflit peut aussi entraîner des erreurs stratégiques importantes, comme on le voit, qui sont commises aujourd'hui par Israël et les États-Unis. Donc, elle peut conduire à la diabolisation de l'adversaire, comme Israël le fait avec l'Iran et tous ses ennemis dans la région. La sous-estimation aussi des capacités réelles de l'adversaire. Parce que Netanyahu et Donald Trump ont carrément sous-estimé les capacités de l'Iran. Ils n'ont pas pensé que l'Iran était capable de les infliger autant de dommages aussi sérieux qu'on l'a vu lors de la riposte iranienne. A aussi considéré la victoire comme garantie par une mission divine. Donc, puisque on s'inscrit déjà dans cette sorte d'accomplissement d'une mission divine qui nous a été accordée par le grand divin, donc on peut se dire directement, puisque c'est le grand divin qui nous envoie dans cette mission, nous allons forcément triompher sur nos ennemis. Dans cette logique, il faut comprendre la stratégie iranienne. La stratégie iranienne repose sur quoi? La stratégie iranienne repose en réalité sur une doctrine appelée la défense mosaïque décentralisée. Selon les officiels iraniens, cette doctrine a été élaborée après plus de 20 ans d'études des guerres menées par les États-Unis en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye et au Vietnam et dans d'autres conflits que la puissance américaine a menés. Donc, le principe est simple. Anticiper une frappe décapitante contre le commandement central. Préparer des ordres préétablis pour chaque unité militaire, permettre aux forces de continuer à la guerre de manière autonome, même en cas de décapitation du commandement central. Ainsi, si le commandement central est neutralisé, les unités locales poursuivent les opérations sans attendre de nouvelles instructions, puisque déjà des instructions avaient été déjà données. Donc, c'est comme une machine dans laquelle on monte un programme et la machine exécute seulement le programme qui a été entré de façon antérieure. Donc, cette logique rappelle le système russe appelé Dead Hand, donc de la même mode, conçu pendant la guerre froide pour garantir une riposte automatique nucléaire en cas de destruction du commandement russe. Donc, selon certaines déclarations iraniennes, cette doctrine signifie qu'une grande partie de l'appareil militaire peut fonctionner de manière semi-autonome, voire même autonome. Cela rend en réalité toute tentative de décapitation politique beaucoup moins efficace. C'est ce que nous observons maintenant après l'assassinat du guide iranien l'Ayatollah Khomeini. Donc, contrairement à certaines interventions occidentales passées, l'Iran n'est ni un État fragile, ni un régime isolé comparable à celui de Muammar Kadhafi en Libye, ou en Irak, ou même au Vietnam, ou sur d'autres conflits où les Américains ont eu une force écrasante et se sont confrontés à un ennemi qui n'avait pas en réalité une capacité de riposte sérieuse. Plusieurs facteurs structurants expliquent cette résilience. Donc déjà, l'Iran, c'est un territoire très vaste, qui fait plus de 3 fois la France, qui fait la taille de l'Allemagne, la France, la Belgique, ensemble réunis. Donc, l'Iran aussi dispose d'une population importante et aussi d'une base industrielle significative. L'Iran a aussi développé un complexe militaro-industriel autonome depuis plusieurs décennies et s'apprête à une confrontation avec les États-Unis d'Amérique et non contre Israël parce que selon la doctrine iranienne, Israël serait un ennemi faible, soutenu par les États-Unis d'Amérique. Et le véritable ennemi, le véritable adversaire qu'il faudra affronter en cas de guerre, c'est en réalité les États-Unis. Donc, les Iraniens sont inscrits dans cette logique de construire des infrastructures et aussi un complexe militaro-industriel capable de soutenir une guerre d'usure contre les États-Unis d'Amérique. Ce qui fait aujourd'hui que dans le domaine des missiles, certaines analyses considèrent que l'Iran figure parmi les puissances les plus avancées en matière de production et de diversité des systèmes. L'Iran peut être considéré, selon les experts, comme la 5e, voire plus bas que ça dans le classement en termes de puissance qui maîtrise la technologie hypersonique et aussi de missiles balistiques. Donc l'idée qu'un État de cette taille et avec une histoire et des stratèges de ce genre puisse s'effondrer simplement après l'élimination de certains dirigeants révèle donc d'une analyse stratégique très sous-estimée. Un des éléments les plus marquants du conflit est la logique économique de la guerre. Donc l'arsenal iranien repose en grande partie sur des drones peu coûtés comme les Shahid et aussi d'autres drones. Donc des missiles produits en grande série. Par exemple, en termes de production de drones, certains drones peuvent coûter moins de $20,000. Un missile intercepteur avancé américain ou israélien, occidental en général, peut coûter plusieurs millions de dollars.
Donc, aussi, les missiles iraniens coûtent moins cher par rapport aux missiles d'interception américaines et aussi israéliennes. Donc, cette asymétrie crée une dynamique particulière. L'adversaire doit dépenser énormément de ressources pour neutraliser des armes relativement bon marché. Donc, cette logique a déjà été observée dans la guerre en Ukraine, où les drones iraniens utilisés par la Russie ont frappé des positions ukrainiennes et ont participé à épuiser la défense aérienne ukrainienne. Donc, la stratégie iranienne semble reposer sur une guerre d'usure des systèmes de défense anti-missiles. Donc, il y a trois principes dans cette guerre. Premièrement, envoyer un grand nombre de drones ou missiles peu coûteux, forcer l'adversaire à utiliser ses intercepteurs pour les épuiser, et aussi, à travers ces deux stratégies, épuiser progressivement les stocks d'intercepteurs de l'adversaire. Les systèmes américains, comme les Patriot Missile System, reposent sur des intercepteurs très coûteux. Si plusieurs intercepteurs sont nécessaires pour neutraliser une seule cible, comme on l'a vu dans certains cas avec plus de 7 intercepteurs qui ont été lancés pour stopper soit un drone iranien ou un missile iranien, les stocks peuvent être très rapidement consommés. Dans un tel scénario, après plusieurs jours de combat intenses, les systèmes de défense ennemis s'épuisent rapidement et donnent un avantage considérable à l'Iran. Les États-Unis auraient utilisé un nombre très élevé d'intercepteurs au cours des premiers jours du conflit. Cette consommation rapide pourrait créer des tensions logistiques importantes, surtout si le conflit se prolonge. Dans ce contexte, Washington serait contraint de redéployer les systèmes antimissiles depuis d'autres régions stratégiques, ce qui pourrait affecter les équilibres de sécurité en Asie. Donc, on a vu les États-Unis dernièrement déclarer que les systèmes de défense stockés dans d'autres régions du monde, notamment en Asie, la Corée du Sud, seraient rapatriés vers le Moyen-Orient pour défendre Israël. Donc, avec la doctrine de défense mosaïque, l'un des premiers objectifs militaires de l'Iran après l'attaque israélo-américaine a été de cibler les bases américaines dans la région. Des dizaines de milliers de soldats de personnel américain sont stationnés dans plusieurs États du Golfe. Selon les estimations, environ 50 000 soldats sont stationnés dans les pays du Golfe. Dans un scénario d'escalade rapide, ces installations deviennent des cibles prioritaires. Cette situation place plusieurs pays alliés des États-Unis dans une position délicate. Leur territoire devient des zones de confrontation car ces territoires accueillent des bases qui sont utilisées par les États-Unis pour frapper l'Iran. Donc l'Iran, à son retour, frappe ces territoires, ces bases qui sont utilisées pour effectuer des frappes contre elles. Donc les infrastructures civiles peuvent être aussi exposées. Donc les monarchies du Golfe, récemment on a vu l'Iran effectuer des frappes contre des hôtels qui, selon les déclarations d'officiels iraniens, abritaient des agents du renseignement, la CIA ou aussi des militaires qui n'ont pas eu le temps de se cacher ou de partir vers d'autres régions pour se mettre en sécurité, qui sont cachés à l'entrée des écoles, de ces hôtels. Donc les monarchies du Golfe qui ont longtemps basé leur sécurité sur une alliance avec Washington sont aujourd'hui face à un dilemme. C'est-à-dire la présence des bases américaines sur le territoire devient un dispositif de défense, mais en réalité un dispositif qui plonge tous ces pays dans une position vulnérable face aux missiles iraniens. Dans cette logique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres États du Golfe commencent à réaliser que la présence des États-Unis, loin de les protéger, les transforme en réalité en paratonnerres non reliés au sol. Donc, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle un paratonnerre, c'est une sorte d'antenne parabolique non liée au sol qui attire la foudre sans réellement protéger les monarchies du Golfe. On a vu des officiels saoudiens protester déjà publiquement que l'Amérique les a abandonnés. Les systèmes d'interception américains ont en effet été déployés en priorité pour protéger Israël plutôt que les alliés du Golfe. Donc, à force de vivre dans une réalité parallèle, faite de récits fantasmés et d'illusions stratégiques, les Occidentaux semblent avoir oublié qu'une guerre contre un pays aussi stratégiquement positionné que l'Iran entraîne des conséquences majeures pour le commerce mondial. On ne déclenche pas une telle confrontation lorsque son économie est fragile et profondément dépendante des flux énergétiques. Donc l'Iran le sait, car l'Iran dispose d'une capacité de nuisance considérable, notamment sur le trafic maritime international grâce à sa position autour du détroit d'Ormuz, par lesquels transitent environ 20 à 25% du pétrole mondial et
20 à 30% du gaz liquéfié mondial. Même si pour le moment, les moyens utilisés pour fermer le détroit sont encore limités, le détroit est de facto devenu extrêmement dangereux pour les navires qui essaieraient de franchir. Donc, aucun propriétaire de pétrolier ou de méthanier ne prendra le risque d'y faire passer son navire dans une zone de guerre. Donc, les assureurs ont déjà cessé de couvrir ces trajets. De nombreuses compagnies maritimes internationales ont suspendu leur trafic dans la région. Face à cette situation, les États-Unis envisagent désormais d'escorter militairement les navires, tandis que la France cherche à constituer une coalition maritime pour sécuriser le transit des navires par le détroit d'Ormuz. Mais la réaction iranienne pourrait être très violente. Le détroit ne mesure qu'environ 30 km en large. Donc, avec des couloirs de navigation d'à peine 3 km dans chaque sens. Si des navires américains ou alliés tentaient de forcer le passage, le risque est réel de voir des épaves de navires et des colonnes de fumée apparaître dans cette zone stratégique, car les missiles iraniens et aussi les drones iraniens ne se lasseront pas de faire une bouchée de ces navires qui tenteraient de forcer le détroit d'Ormuz. L'Iran dispose également de milliers de mines marines et d'une flotte de sous-marins, ce qui lui permettrait de rendre la navigation presque impossible. Par ailleurs, l'Iran peut frapper les champs pétroliers et les raffineries des États voisins à portée des missiles. Pour l'instant, cette attaque reste limitée, mais elle pourrait s'intensifier si le conflit se prolonge. Surtout qu'on a vu ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières 24 heures, Israël frapper des stocks de pétrole en Iran. Même si l'Iran a répondu en frappant notamment l'un des plus grands complexes raffineries du port de la ville d'Haïfa en Israël, ces frappes iraniennes pourraient se étendre. Et on a vu même le corps des gardiens de la Révolution déclarer que si les frappes américano-israéliennes se poursuivaient sur leurs infrastructures pétrolières, l'Iran se réservait le droit de frapper toutes les infrastructures pétrolières dans la zone. Ce nouveau seuil franchi pourrait avoir des conséquences graves. Une destruction massive des infrastructures pétrolières du Golfe provoquerait une crise énergétique mondiale sans précédent qui prendrait des mois, voire des années avant que de telles crises puissent être résolues. Car la destruction d'infrastructures pétrolières dans la région prendra du temps pour les réparer et pour les rendre fonctionnelles. N'en parlons même pas d'atteindre la production actuelle de ces pays. Donc le guide suprême iranien Ali Khamenei avait d'ailleurs prévenu dès le 1er février 2026 les Américains que si les Américains déclenchent une guerre contre l'Iran, cette fois, ce serait une guerre régionale. Et c'est ce qu'on a vu avec les frappes militaires ciblées des Iraniens contre les pays du Golfe. Si nous étions dans un cas où le conflit devait durer seulement que 2 semaines, les conséquences pour l'Europe et les États-Unis resteraient limitées. Mais Donald Trump et son ministre de la Défense, Pete Hegseth, évoquent déjà la possibilité d'un conflit de 4 semaines, 8 semaines, voire plusieurs mois, promettant de semer la mort, la destruction depuis le ciel, jour après jour. Dans un tel scénario, la crise pourrait largement dépasser les chocs pétroliers de 1974 et de 1979, qui avaient pourtant profondément marqué les économies occidentales. Les premiers effets se sont déjà sentis aux États-Unis et aussi en Europe. L'arrêt de la production de Qatar Énergie en raison de l'instabilité régionale a déjà fait bondir les prix du gaz de plus de 80% en Europe. Si la situation se prolonge, les prix pourraient atteindre des niveaux insoutenables, se répercutant directement sur les factures d'électricité et l'économie européenne. Et pour l'instant, rien n'indique qu'une issue diplomatique rapide soit en vue. Les Européens et les États-Unis, bien qu'ils disposant de la planche à billets, peuvent bien multiplier leurs dettes et faire fonctionner la planche à billets pour amortir les chocs économiques. Mais l'argent imprimé ne remplit pas en réalité les réservoirs d'une voiture et ne fait pas tourner une usine. L'économie réelle, elle, dépend toujours de l'énergie. L'ironie de la situation est que l'Europe commence déjà à se tourner vers la Russie pour compenser certaines pénuries énergétiques, alors même que le Parlement européen a voté en décembre 2025 l'interdiction des importations de gaz russe d'ici 2027. Comme quoi, lorsque les réalités économiques s'imposent, les principes politiques peuvent rapidement montrer leurs limites. Mais si, en parallèle, les États-Unis déjà
proches de leur capacité maximale de production, réduisent les exportations de gaz pour faire face à une pénurie domestique et que la Russie décide de tourner le dos à l'Europe, alors le continent pourrait se retrouver plongé dans une crise énergétique majeure sans solution rapide. D'ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré des clients ont émergé qui sont prêts à acheter le même gaz naturel à des prix plus élevés, notamment en raison des événements liés au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz. C'est naturel, il n'y a pas d'agenda politique, c'est simplement du business. En vue du vote du Parlement européen, le gouvernement russe pourrait d'ailleurs discuter prochainement d'un arrêt immédiat des exportations de gaz vers l'Europe. Si le conflit venait à s'intensifier, la situation pourrait encore empirer. Le Yémen, allié de l'Iran, pourrait bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique donnant accès au canal de Suez, une route essentielle pour l'approvisionnement de l'Europe en marchandises. Donc l'Iran pourrait également viser les usines de désalinisation vitales pour l'Arabie saoudite, ou même cibler la centrale nucléaire israélienne de Dimona, ou au contraire, le retrait précipité des États-Unis si les coûts économiques et financiers deviennent trop lourds à supporter pour les États-Unis. Car une chose est certaine, la mondialisation économique et financière repose avant tout sur la stabilité et la paix. Une guerre prolongée dans cette région pourrait provoquer des mouvements massifs de capitaux fuyant les zones à risque, y compris les marchés occidentaux. La Chine, de son côté, serait également fortement impactée. L'Iran constitue un carrefour stratégique des nouvelles routes de la soie. Le projet d'infrastructure de commerce international porté par Pékin, qui est le projet d'infrastructure et d'avenir porté par la Chine pour développer son commerce international et aussi ses relations avec d'autres puissances dans le monde. Une déstabilisation durable de l'Iran ou l'arrivée éventuelle d'un régime pro-occidental pourrait remettre en cause ses routes commerciales et aussi les approvisionnements de la Chine. Car il faut savoir que avec la perte du Venezuela, la Chine perdait entre 8 et 10% de ses approvisionnements en énergie. Et avec la perte de l'Iran, on pourrait se trouver très vite à plus de 20% d'approvisionnement en énergie. Même si la Chine peut remplacer ces 20% d'approvisionnement en énergie, mais cela prendra du temps pour pouvoir supplier, pour pouvoir remplacer 20 jusqu'à 20% de la production des mastodontes comme la Chine, qui consomme d'énormes quantités de pétrole et de gaz par jour. Donc, la déstabilisation de l'Iran représente pour la Chine un enjeu de sécurité nationale majeur. Voilà pourquoi Pékin n'est pas passif dans cette guerre et que les informations circulent de plus en plus que la Chine et la Russie soutiennent directement en leur fournissant de la logistique et aussi des renseignements de haute précision. Mais plus encore, à l'avenir, Pékin pourrait adopter une stratégie comparable à celle utilisée par les puissances occidentales dans d'autres conflits, notamment en Ukraine, avec la fourniture de matériel, de soutien logistique et des informations sans engagement militaire direct. Un tel scénario pourrait transformer la guerre en conflit d'attrition prolongée, avec des conséquences imprévisibles pour l'ensemble de la région et pour l'économie mondiale. Dans ce contexte, une question demeure. Comment peut-on attaquer un pays, frapper ses dirigeants et dans le même temps appeler à des négociations comme on voit Trump et son administration qui appellent aujourd'hui l'Iran à venir négocier? Peut-on imaginer les États-Unis accepter des négociations avec le Japon 2 semaines après l'attaque de Pearl Harbor? Cette contradiction illustre pourtant certains analystes le caractère profondément irrationnel de cette guerre et la manière dont elle pourrait transformer durablement les équilibres géopolitiques mondiaux. Mes chers amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de nous dire ce que vous pensez en commentaire et même de faire des propositions sur d'autres sujets d'analyse qui vous intéressent. Et n'oubliez pas, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le monde vu d'Afrique.